L'invité de Smart Impact, c'est Jason Kidos. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes doctorant en sciences politiques à l'École normale sup Paris-Saclay et Paris-Cité, spécialiste des États-Unis. On va parler des reculs environnementaux de Donald Trump. Il avait annoncé la couleur dans sa campagne électorale. Il avait très clairement annoncé la couleur. Ouais. Est-ce que c'est pire que prévu, malgré tout ? C'est proche de ce qu'il avait annoncé. C'est pire dans le sens où il y a un vrai risque aujourd'hui de perte d'expertise dans le gouvernement fédéral en ce qui concerne les politiques environnementales, qui, vous le savez, sont des politiques qui sont très spécifiques, qui sont très compliquées à mettre en œuvre et qui requièrent aujourd'hui énormément de personnes qui sont spécialistes du sujet et qui sont capables de les mettre en œuvre correctement. Et aujourd'hui, ces spécialistes sont menés vers la sortie et vont probablement perdre confiance dans le gouvernement fédéral et ses capacités à mettre en place une telle politique. Alors, d'une certaine façon, on peut le regretter, mais il a été élu aussi pour ça. Et bien élu. Mais il a été élu pour ça, évidemment, et bien élu. Alors, il a gagné une majorité des suffrages exprimés. Il n'a pas gagné la majorité absolue des suffrages exprimés. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même... il était devant. Il était clairement devant son adversaire, contrairement à 2016. Maintenant, il y a aussi une continuité à garder dans la conduite des politiques publiques, c'est quelque chose qui est assez important. Je parlais de confiance, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'aujourd'hui, on a confiance en gouvernement fédéral américain pour mettre en place des politiques environnementales ? Rien n'est moins sûr. Oui, effectivement. Non, je pose cette question parce que, malgré tout, c'est la démocratie. Il a été élu et c'est vrai qu'on peut imaginer, il y a notamment sa formule pendant toute la campagne électorale, le drill, baby drill, relancer des forages tous azimuts, redevenir le champion des énergies fossiles. Si le prix de l'essence reste bas aux États-Unis, les fans de Donald Trump seront contents. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, c'est une question assez compliquée en réalité qui est liée à la question de la polarisation au sein du système politique américain. Oui. La question, c'est véritablement à quel point est-ce que les éléments économiques vont affecter le choix des électeurs et la continuation d'une politique ultra-conservatrice telle que celle de Donald Trump. Vous savez qu'un conseiller de Bill Clinton avait dit « It's the economy stupid ». Et il y a maintenant plus de 20 ans. Aujourd'hui, rien n'est pas sûr puisque la polarisation aux États-Unis devient de plus en plus affective. Elle est de plus en plus liée à des considérations purement idéologiques qui sont de plus en plus retirées de la réalité. Oui, je pose cette question de la réaction d'une partie de la société américaine, parce que là, aujourd'hui, on est tous un peu en état de sidération, même si effectivement la campagne électorale, finalement, il est dans la droite ligne de sa campagne électorale. Les contre-pouvoirs de la société américaine, est-ce qu'ils sont plus faibles et est-ce qu'ils peuvent réduire l'impact négatif ou les reculs environnementaux de la politique de Trump? Alors moi, vous savez, ça fait bientôt 5 ans que j'étudie la politique américaine et je dois vous avouer que je suis étonné. Je suis étonné parce que une des raisons qui me faisait que Trump apparaissait comme certainement une menace pour les institutions américaines, mais une menace relativement faible, et que le système américain est fondé sur ce système qu'on appelle en anglais checks and balances, ce système de contre-pouvoir très puissant, cette révérence de la Constitution qu'ont les Américains. Et aujourd'hui, moi je suis personnellement sidéré de voir la manière avec laquelle l'administration Trump est capable de trancher, comme dans du beurre, je devrais dire, dans les contre-pouvoirs qui existent. Et c'est quelque chose qui est assez étonnant. À quel point l'administration Trump voudra-t-elle aller, jusqu'à quel point voudra-t-elle aller en réalité dans cette destruction des contre-pouvoirs? Est-ce qu'ils se permettront un jour de passer au-delà d'une décision de la Cour suprême, comme Andrew Jackson avait pu le faire il y a un siècle et demi? Rien n'est moins sûr, mais disons que ça commence à rentrer dans l'ordre des possibilités. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui semblait totalement impossible dans un pays, comme vous le dites, qui fait de sa constitution vraiment une pierre angulaire, d'un seul coup, avec un Donald Trump et même avec ceux qui l'entourent, la question se pose. Si on prend, par exemple, il y a quand même des décisions qui ont été prises. Lee Zeldin, qui a été nommé à la tête de l'Agence américaine de protection de l'environnement.
Agence américaine de protection de l'environnement. En fait, qui est-il et qui défend-il, ce Lee Zeldin? Lee Zeldin, c'est quelqu'un qui défend avant tout des intérêts pétroliers, mais c'est dans la droite ligne de ce qu'avait fait Donald Trump lors de son premier mandat. Il avait nommé Scott Pruitt, qui était un lobbyiste pour des intérêts pétroliers à l'époque. Donald Trump, c'est quelqu'un qui veut absolument désinstitutionnaliser l'EPA. L'IPA, c'est quoi? L'Agence de protection de l'environnement, Environmental Protection Agency. J'avais pas l'acronyme en version anglaise. C'est quelqu'un qui veut absolument changer cette institution, soit la faire disparaître, soit la changer pour favoriser son propre agenda politique. Mais oui, mais autant la faire disparaître. C'est totalement absurde de garder le nom pour mettre quelqu'un qui défend le lobby du pétrole. Pas tant que ça, puisque c'est quelqu'un qui a la main sur les politiques environnementales. Oui. Mais en réalité, ce que ça montre, c'est un vrai problème d'acceptation des politiques environnementales aux États-Unis. Et c'est un problème qui n'est pas limité aux États-Unis. Si vous me permettez de faire une petite les dernières élections européennes ont montré que les listes écologistes avaient souffert et que les listes de droite populiste ou de droite extrême avaient le vent en poupe. Il ne faut pas se voiler la face sur le fait que l'élection de Trump marque un profond malaise par rapport à un système ou à ce système néolibéral qui a été institué à partir des années 70. Et ça, c'est aussi quelque chose que l'on voit dans les politiques environnementales, dans le sens où ces politiques environnementales sont la plupart du temps étaient fondées sur l'idée qu'on allait garder un système productiviste tel qu'on le connaît aujourd'hui et qu'on allait mettre une sorte d'autocollant un peu vert par-dessus. Ça, c'est quelque chose qui est très mal interprété par les électeurs américains, qui est très mal interprété par les électeurs européens aussi aujourd'hui. C'est perçu comme étant une taxe. Aujourd'hui, ce sur quoi il faut travailler, c'est sur l'acceptation de ces politiques et quelles politiques publiques on peut mettre en place pour faire en sorte que les politiques climat puissent fonctionner. Et alors, évidemment, les décisions de Donald Trump, elles n'ont pas seulement des conséquences sur la société américaine et le territoire américain. Par exemple, quand il sort de nouveau des accords de Paris. Je voudrais qu'on soit assez précis, parce que qu'est-ce qui s'était passé il y a 8 ans? Ça avait mis quand même du temps avant que les États-Unis sortent de fait des accords de Paris. Comment ça s'était passé? Alors, le temps... Disons... Il est important déjà de voir que les accords de Paris ne sont pas des traités qui sont applicables. Ce sont des déclarations de volonté. Pas forcément contraignant. Voilà, c'est pas forcément contraignant. Après, ce sont des moyens par lesquels les États se lient eux-mêmes pour atteindre certains objectifs. Maintenant, l'accord de Paris, il faut qu'il soit mis en œuvre, il faut qu'il soit appliqué au sein des pays qui sont signataires. Joe Biden avait commencé à le faire avec 2 lois, une loi sur les infrastructures et une loi de réduction de l'inflation. À l'époque où Donald Trump avait quitté l'accord de Paris venait d'être signé. Ouais. Donc en réalité, il n'y avait pas encore eu d'application. Oui, donc il n'y a pas eu d'effet très important à l'époque. Après, il y a le symbole politique, c'est-à-dire l'effet d'entraînement que ça peut représenter pour d'autres pays. Alors, le symbole politique est très important. Ouais. Maintenant, je pense que le reste du monde commence à être un petit peu habitué à la méthode américaine, si je puis dire. Il faut rappeler que les États-Unis étaient sortis aussi du protocole de Kyoto après l'avoir soutenu sous Clinton. Donc Clinton, notamment son vice-président Al Gore, avait soutenu le protocole de Kyoto. George W. Bush, conservateur, qui avait été élu ensuite, avait lui fait en sorte qu'il ne soit pas ratifié. Ouais. Donc le yo-yo américain, on a l'habitude. Voilà. Donc en disons l'occurrence. que ça fait 20 ans maintenant que les Américains font du yo-yo en matière environnementale. Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'ils commencent à le faire sur d'autres aspects aussi, sur d'autres politiques. Ouais. Et alors, vous l'avez évoqué, l'aspect scientifique qui est aussi très important, parce que là, il y a des coupes franches dans les budgets liés à la défense de l'environnement ou dans des budgets scientifiques en général, pas n'importe lesquels, mais bon. Là aussi, est-ce qu'il y a une opportunité pour l'Europe, finalement, à attirer des chercheurs qui parfois sont d'ailleurs d'origine européenne, sont partis aux États-Unis parce qu'ils étaient mieux payés là-bas, et qui se disent, on va devoir rentrer? Oui, il y a totalement une opportunité, mais d'ailleurs l'université d'Aix-Marseille l'a fait. Alors est-ce qu'on a les moyens? Je sais pas. Et oui, c'était bien payé là-bas, donc il va falloir bien les payer. Après, ici. Il faut voir que alors, le statut des chercheurs, c'est pas
c'est pas ma spécialité, mais ce qui est important concernant le statut des chercheurs, c'est que ce n'est pas limité à une rémunération. C'est aussi des possibilités de recherche qui ne sont pas nées en France. En France, quand on est chercheur, on a énormément de charges administratives. Quand on est chercheur aux États-Unis, justement, on peut plus facilement prendre des années sabbatiques pour poursuivre des recherches. On peut avoir plus facilement des fonds. Il y a des fonds dédiés à chaque chercheur dans les grandes universités américaines. Il y a des projets de recherche interdisciplinaires, ce qui manque encore un petit peu à l'appel en France, même si c'est clairement en train de se développer. Et je salue toutes les personnes qui souhaitent développer ces initiatives aujourd'hui. Donc, est-ce que face à une administration qui tape sur les scientifiques, pour le dire un petit peu directement, et il y a une possibilité pour que des gens viennent en Europe? Oui, totalement. Maintenant, est-ce que ça continuera sur le long terme? Je suis pas certain. Face à une administration qui sera plus conciliante envers les chercheurs, je pense que pour beaucoup de raisons, beaucoup de personnes préféreront être aux États-Unis. Ouais. Merci beaucoup, Jason Kidoz, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, les trophées de la philanthropie.